Chapitre 2. Les choix. Nous sommes tous égaux en arrivant au monde, nus, terrifiés et ignorants. Suite à cette entrée triomphale, la vie que nous finissons par mener n'est qu'une simple accumulation de choix. Nos choix peuvent être nos plus grands alliés ou, à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. Ils peuvent soit nous rapprocher des objectifs que nous nous sommes fixés, soit nous propulser vers une dimension lointaine, très lointaine. Réfléchissez-y un instant. Chaque aspect de votre vie doit son existence à un choix que vous avez fait. Chaque résultat trouve sa racine dans l'un de ces choix. Chaque choix suscite un comportement qui, au fil du temps, se transforme en habitude. Faites un choix mal avisé et vous pourriez bien vous retrouver au point de départ, contraint de prendre de nouvelles décisions plus difficiles encore. Inversement, ne choisissez rien et acceptez alors de subir passivement la suite des événements. Bref, faites vos choix et vos choix feront qui vous êtes. Chaque décision, la plus banale soit-elle, modifie la tournure de votre vie. Selon que vous choisissiez de poursuivre des études ou pas, que vous épousiez une personne plutôt qu'une autre, que vous buviez un dernier verre avant de prendre la route, que vous colportiez les ragots ou choisissiez de garder le silence, que vous fassiez un appel de prospection de plus ou que vous le remettiez au lendemain, que vous disiez « je t'aime » ou au contraire que vous ne disiez rien. Chaque choix a un impact sur l'effet cumulé de votre vie. Ce chapitre va vous expliquer comment prendre conscience de vos choix et décider en conséquence afin de donner une nouvelle dimension à votre vie. Cela paraît compliqué, mais au contraire, c'est étonnamment simple. Fini le temps où 99% de vos choix se faisaient de manière inconsciente. Fini le temps où la plupart de vos activités et rituels quotidiens étaient le fruit d'une réaction conditionnée. Vous vous demanderez, et serez en mesure de savoir, combien de mes comportements n'ai-je pas réellement choisi ? Quelles sont les choses que je n'ai pas consciemment choisi de faire et que je continue pourtant de faire chaque jour ? Recourez aux stratégies à toute épreuve que j'ai moi-même employées pour donner, grâce à l'effet cumulé, de l'élan à ma vie et à ma carrière. Et défaites-vous enfin du mystérieux poids qui pèse sur votre vie et vous pousse dans la mauvaise direction. Vous saurez alors appuyer sur le bouton « Pause » avant de faire un choix peu éclairé. C'est avec facilité que vous prendrez des décisions qui vous pousseront à adopter des comportements et des habitudes qui vous réussiront à tous les coups. La plus grande difficulté qui s'impose à vous n'est pas que vous faisiez jusqu'à présent les mauvais choix intentionnellement. Ce serait bien trop simple à corriger. Non, la plus grande difficulté est que, à l'image d'un somnambule, vous faisiez jusqu'à présent ces choix sans y penser. Une fois sur deux, vous n'en étiez même pas conscient. Nos choix sont souvent déterminés par notre culture et la façon dont nous avons été élevés. Ils sont parfois si intimement mêlés à nos habitudes et à nos comportements quotidiens que nous pensons n'avoir aucun contrôle sur eux. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de faire vos affaires bien tranquillement, de vivre votre vie et soudain de prendre une décision stupide ou de faire une série de petits choix qui ont fini par saboter tout votre labeur et votre élan, et ce, apparemment sans aucune raison ? Jamais vous n'avez eu l'intention de vous saborder, et pourtant, en ne réfléchissant pas à vos décisions, c'est-à-dire en oubliant d'en peser le pour et le contre, vous vous êtes retrouvé confronté à des conséquences inattendues. Personne ne choisit sciemment de devenir obèse, de faire faillite ou de divorcer, mais souvent, voire toujours, ces conséquences résultent d'une série de petits choix mal avisés. Les éléphants ne piquent pas. Vous êtes-vous déjà fait piquer par un éléphant ? Et par un moustique ? Vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Les petites choses ont leur importance. Il arrive parfois qu'une erreur menace d'anéantir une carrière ou une réputation en un instant. Un célèbre comédien qui débite soudain des insultes racistes dans un numéro de cabaret. Un ancien humanitaire respecté qui, avec un coup dans le nez,
tient des propos antisémites. Un sénateur opposé aux droits des homosexuels qui couche avec un homme dans des toilettes publiques. Une joueuse de tennis admirée qui se met à insulter un officiel. Clairement, ce genre de mauvais choix a d'énormes répercussions. Mais même s'il vous est arrivé de commettre pareille bourde par le passé, ce n'est pas de retour en arrière spectaculaire ou d'événements tragiques que nous allons parler ici. Pour la plupart d'entre nous, ce sont les petits choix fréquents et apparemment anodins qui nous concernent. C'est-à-dire les décisions dont vous pensez qu'elles n'ont absolument aucune conséquence. Ces petites choses qui, inévitablement et comme l'on peut s'y attendre, vous empêchent de réussir. Qu'il s'agisse de manœuvres tout bonnement idiotes, de comportements je m'en foutistes ou, pire, de choix apparemment judicieux, ce sont les plus insidieux, ces décisions apparemment insignifiantes peuvent vous faire virer de bord si vous n'y prêtez pas attention. Vous êtes dépassé, vous vous déconnectez et vous n'êtes plus conscient des petites actions qui vous dévient de votre trajectoire. L'effet cumulé fonctionne bien. Il fonctionne toujours, n'est-ce pas? Sauf dans ce cas de figure. Il fonctionne à votre encontre parce que vous êtes en mode somnambule. Par exemple, vous avalez une boisson sucrée et un paquet de chips et vous apercevez soudain, après avoir englouti le tout dernier bout de chips, que vous venez de gâcher tous vos efforts alimentaires de la journée et en plus, vous n'aviez même pas faim. Vous vous laissez happer par la télé et perdez 2 heures à regarder une émission sans intérêt, non, disons que vous regardez un documentaire éducatif, avant de vous souvenir que vous deviez préparer une présentation pour décrocher un contrat avec un précieux client. Vous sortez un mensonge éhonté à un être cher sans raison apparente, alors que vous auriez tout aussi bien pu lui dire la vérité. Que se passe-t-il? Vous vous êtes autorisé à prendre une décision sans y réfléchir. Aussi longtemps que vous déciderez de façon inconsciente, vous ne pourrez pas consciemment modifier ce genre de comportements stériles pour les transformer en habitudes productives. Il est temps de vous réveiller et de faire des choix raisonnés. Noël toute l'année. C'est facile d'accuser les autres, n'est-ce pas? Je ne progresse pas à cause de mon crétin de patron. J'aurais eu cette promotion si mon collègue ne m'avait pas doublé. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que mes enfants me font devenir chèvre. Nous excellons particulièrement à cet exercice quand il s'agit de nos relations amoureuses. Celles où c'est l'autre qui doit changer. Il y a quelques années, l'un de mes amis se plaignait de sa femme. Pour moi, c'était une femme sensationnelle, et il avait bien de la chance de l'avoir. C'est ce que je lui ai dit, mais il a continué à ne voir en elle que ce qui le rendait malheureux. C'est alors que je lui ai fait part d'une expérience qui a littéralement transformé mon mariage. Un jour de Noël, j'ai décidé de tenir un livre de remerciements pour l'offrir à ma femme. Chaque jour, pendant une année entière, j'y ai consigné au moins une chose que j'appréciais en elle. Ses rapports avec ses amis, la façon dont elle s'occupait de nos chiens, le lit propre qu'elle nous préparait, un succulent repas qu'elle nous cuisinait ou encore la façon dont elle était coiffée. Ce genre de détails. J'ai réfléchi à toutes les choses que faisait ma femme et qui me touchaient, ou qui révélaient des attributs, des traits de caractère ou des qualités que j'appréciais en elle. Je les ai toutes consignées en secret et au bout d'un an, j'en avais rempli un cahier entier. Quand je le lui ai offert au Noël suivant, elle a pleuré et déclaré que c'était le plus beau cadeau qu'on lui avait jamais fait. Plus beau que la BMW que je lui avais offerte pour son anniversaire. Mais le plus drôle, c'est que la personne la plus touchée par ce cadeau, c'était moi. Tenir ce cahier m'avait forcé à me concentrer sur les côtés positifs de ma femme, puisque j'avais consciemment cherché tout ce qu'elle faisait bien. Toutes ces pensées positives étaient plus fortes que les aspects dont j'aurais pu me plaindre. Je suis retombé profondément amoureux de ma femme. Peut-être plus encore que la première fois, puisque je voyais en elle des subtilités qui m'avaient échappé au départ. Mon appréciation, ma gratitude et mon envie de voir ce qu'il y avait de meilleur en elle m'étaient infiniment précieux. Cela m'a incité à aborder mon mariage différemment. Ce qui, bien sûr, a en retour incité ma femme à se comporter différemment à mon égard. Je me suis très vite retrouvé avec encore plus de remerciements à noter dans mon cahier. Ces 5 petites minutes passées chaque jour à noter toutes les choses dont je lui étais reconnaissant nous ont donné l'une de nos plus belles années de mariage, et cela n'a fait que s'améliorer depuis. Après avoir entendu cette histoire,
mon ami a décidé lui aussi de tenir un livre de remerciements pour sa femme. En quelques mois, son mariage s'était métamorphosé. En décidant de chercher et de se concentrer sur les qualités positives de sa femme, il a changé la façon dont il la voyait, ce qui a modifié son attitude envers elle. En retour, elle a choisi de lui répondre différemment. Et le cycle s'est perpétué, ou plutôt cumulé. Pour voir la vie sous un autre angle, remplissez la fiche Point positif, Gratitude Assessment, téléchargeable en anglais, sur le site thecompoundeffect.com. Assumez à 100%. Nous sommes tous des self-made men et des self-made women. Mais seuls ceux et celles qui réussissent s'en félicitent. Je n'avais que 18 ans lorsque j'ai découvert l'idée de la responsabilité personnelle au cours d'un séminaire. Ce concept a radicalement transformé ma vie. Si vous deviez négliger tout le reste de ce livre et ne pratiquer que ce seul concept, votre vie changerait tellement d'ici 2 ou 3 ans que vos amis et votre famille auraient du mal à vous reconnaître. Au cours de ce séminaire, l'intervenant a posé la question suivante. Pour qu'une relation fonctionne entre 2 personnes, quelle est la part de responsabilité de chacun ? J'étais un adolescent. Et bien sûr, je croyais savoir tout de l'amour. J'avais réponse à tout. 50-50 ? Me suis-je écrié. Il me paraissait évident que les 2 personnes devaient partager la responsabilité à part égale, sans quoi l'un des 2 se faisait rouler. 51-49 a crié quelqu'un d'autre, avançant qu'il fallait bien en faire un peu plus que l'autre personne. Après tout, une relation repose sur les sacrifices et la générosité. 80-20 a dit un troisième. L'instructeur s'est tourné vers le tableau et a écrit en gros caractères 100-0. Il faut être disposé à donner 100% de soi avec 0 attente en retour. Ce n'est qu'en étant prêt à assumer à 100% la responsabilité d'une relation qu'elle marchera. Sinon, elle reste ouverte au hasard et peut toujours succomber à un éventuel désastre. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, j'ai rapidement compris en quoi ce concept pouvait transformer tous les aspects de ma vie. Si j'assumais toujours à 100% tout ce que je vivais, c'est-à-dire en assumant complètement tous mes choix et toutes mes façons de réagir à ce qui m'arrivait, j'étais en position de contrôle. Tout dépendait de moi. J'étais responsable de tout ce que je faisais, de tout ce que je ne faisais pas et de la façon dont je répondais à ce qui m'était fait. Je sais, vous pensez que vous assumez l'entière responsabilité de votre vie. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne me réponde pas « Évidemment que je suis responsable de ma vie ». Mais il suffit d'observer la façon dont la plupart des gens se comportent pour voir qu'ils accusent, blâment, se posent en victime et s'attendent à ce que quelqu'un d'autre, le gouvernement, résolve leurs problèmes. Ou d'être de mauvais poil à cause de votre enfant, de votre conjoint ou de votre collègue, alors vous n'assumez pas votre responsabilité personnelle à 100%. Vous êtes arrivé en retard parce que l'imprimante était prise ? Peut-être n'auriez-vous pas dû attendre la dernière minute ? Votre collègue a fait des erreurs sur la présentation ? N'auriez-vous pas dû vérifier vous-même avant ? Vous ne vous entendez pas avec votre enfant en plein âge ingrat ? Il existe des tonnes de livres et de cours fantastiques pour vous y aider. Vous seul êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas, et de la façon dont vous répondez à ce qui vous est fait. Cet état d'esprit a révolutionné ma vie en m'en donnant le contrôle. La chance, les circonstances ou la situation n'avaient plus d'importance. Tout ce qui arrivait dépendait de moi. J'étais libre comme l'air. Peu importe qui est élu président, peu importe la crise économique, peu importe ce que dit, fait ou ne fait pas un tel ou une telle, je suis à 100% aux commandes de moi-même. En choisissant de me libérer officiellement de toute position de victime passée, présente ou future, j'ai touché le gros lot et gagné le pouvoir illimité de prendre mon destin à bras-le-corps. La chance. Vous pensez peut-être que c'est juste une question de chance ou de malchance, mais là encore, ce n'est qu'une excuse. La différence entre un être incroyablement riche, heureux et en bonne santé, ou fauché, déprimé et en mauvaise santé, repose sur vos choix de vie. Rien d'autre. En vérité, nous avons tous de la chance. Si vous n'êtes pas 6 pieds sous terre, êtes en bonne santé et avez de quoi manger dans votre placard, vous avez de la veine. Cette chance est accessible à tout le monde.
car en dehors des éléments de base tels qu'être en bonne santé et avoir de quoi se sustenter, elle se résume à une série de choix. Lorsque j'ai demandé à Richard Branson s'il considérait que la chance avait joué un rôle dans son succès, il m'a répondu « Oui, bien sûr, nous sommes tous chanceux. Vivre dans une société libre est une chance. La chance nous entoure chaque jour. Elle frappe en permanence que l'on sache la voir ou pas. Je n'ai pas eu plus ou moins de chance que qui que ce soit. La seule différence, c'est que quand elle a frappé à ma porte, j'ai su la saisir. » Voilà des paroles bien sages. Et puisque l'on parle de ce sujet, je pense que le vieil adage selon lequel la chance est un mélange d'opportunités et de préparation est incomplet. Pour moi, la chance comporte deux autres éléments essentiels. Formule complète de la chance. Préparation, développement personnel, plus attitude, disposition, état d'esprit, plus opportunité, événement positif qui s'offre à vous, plus action, savoir le saisir, égale chance. Préparation. En cherchant à vous améliorer et à vous préparer en permanence, en termes de talent, compétences, de savoir d'expertise, de relations et de ressources, vous disposez des moyens nécessaires pour tirer profit des opportunités qui surgissent, quand la chance frappe à votre porte. Vous pouvez ainsi être comme Arnold Palmer qui, en février 2009, a confié au magazine Success « C'est drôle, plus je pratique, plus j'ai de la chance. » Attitude. C'est là que la chance échappe à la plupart des gens. Sir Richard Branson a tout à fait raison de croire que la chance est tout autour de nous. Si l'on considère que les situations, les conversations et les circonstances qui nous entourent sont fortuites. On ne voit pas ce que l'on ne cherche pas, tout comme on ne cherche pas ce en quoi on ne croit pas. Opportunité. On peut très bien provoquer la chance, mais celle dont je parle pour l'instant n'est pas planifiée, ou du moins, elle ne survient pas comme prévu. À ce stade de la formule, la chance n'est pas forcée. Elle survient naturellement, apparemment par hasard. Action. C'est là que vous entrez en scène. Quelle que soit l'origine de cette chance qui vous arrive, l'univers, Dieu, un gris-gris porte-bonheur ou quelle que soit la personne ou l'entité responsable de votre bonne fortune, c'est maintenant à vous de passer à l'action. C'est ce qui sépare les Richard Branson des Jean-Pierre Dupont. Jean-Pierre qui? Exactement. Cet illustre inconnu qui n'a pas su passer à l'action quand la chance s'est offerte à lui. Alors c'en est terminé de vous plaindre des cartes qui vous ont été distribuées, des déconfitures que vous avez connues, ou des circonstances en général. Des tas de gens bien plus désavantagés que vous ont surmonté des obstacles plus grands encore et s'en sont sortis plus riches et plus épanouis. La chance ne fait pas de discrimination. Dame Chance est prodigue, mais pour bénéficier de ses largesses, il faut être réceptif. Tout dépend vraiment de vous. Pas de cadeau à l'école de la vie. Il y a bientôt 10 ans de cela, on m'a proposé de m'associer à la création d'une start-up. J'y ai investi des sommes assez considérables et n'ai pas ménagé mes efforts pendant près de 2 ans, avant de découvrir que mon associé avait mal géré le budget et tout dilapidé. J'ai perdu plus de 330 000 $ dans cette affaire. Pourtant, je ne l'ai pas poursuivi en justice. Au contraire, j'ai été amené plus tard à lui prêter encore plus d'argent pour l'aider à surmonter des problèmes personnels. Car, en fait, tout cela était ma faute. J'avais accepté de devenir son associé sans prêter suffisamment attention à son passé et à son caractère. Durant notre collaboration, je n'avais pas pris la peine de vérifier les choses. Bien sûr, j'aurais pu me justifier et prétexter que je lui faisais confiance, mais en vérité, j'avais simplement été trop paresseux pour prêter attention à nos finances. J'avais non seulement fait le choix d'entamer cette relation professionnelle et ce business, mais j'avais aussi fait le choix, plus d'une fois, d'ignorer les signes avant-coureurs. Ayant choisi de ne pas être responsable à 100% de cette affaire, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. En découvrant le poteau rose, j'ai choisi de ne pas perdre davantage de temps. Au lieu de crier au scandale, j'ai léché mes blessures, en ai tiré les conclusions nécessaires et suis passé à autre chose. Si c'était à refaire, je déciderais à nouveau de tourner la page. Je vous défie à présent d'adopter le même comportement. Qu'importe ce qui vous est arrivé, assumez-en l'entière responsabilité, que le résultat soit bon ou mauvais, une victoire ou un échec.
Comme le disait mon mentor Jim Rohn, on devient adulte le jour où l'on assume l'entière responsabilité de sa vie. Ce jour est arrivé. À partir d'aujourd'hui, choisissez d'être responsable à 100% de votre vie. Fini les excuses. Appréciez le simple fait d'être libéré par vos choix tant que vous en assumez l'entière responsabilité. Il est temps de reprendre le contrôle. Votre arme secrète, un carnet et un crayon. Je suis sur le point de vous révéler l'une des stratégies les plus efficaces que j'utilise dans le cadre de mon développement personnel. Cette stratégie me permet de contrôler les choix que je fais tout au cours de la journée et par conséquent, tout le reste, en m'aidant à mener à la baguette mes comportements et mes actions. Dès à présent, choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous aimeriez le plus réussir. Vous voudriez plus d'argent sur votre compte en banque? Retrouver la ligne? Avoir un corps de bodybuilder? Entretenir de meilleurs rapports avec votre conjoint ou vos enfants? Déterminez où vous en êtes actuellement dans ce domaine. Et maintenant, déterminez votre objectif. Être plus riche, plus mince, plus musclé, plus heureux, etc. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Si vous voulez passer d'un point A à un point B, vous devez d'abord prendre conscience des choix qui vous éloignent de la destination désirée. Prenez conscience de tous les choix que vous allez faire aujourd'hui afin de commencer à effectuer des choix mieux guidés. Pour vous y aider, je veux que vous preniez note de chaque action ayant trait au domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Par exemple, si vous avez décidé d'effacer vos dettes, vous allez prendre note de tout ce que vous dépensez. Si vous avez décidé de perdre du poids, vous allez prendre note de tout ce que vous mettez dans votre bouche. Si vous avez décidé de vous entraîner pour un événement sportif, vous allez prendre note de tous vos entraînements. Il vous suffit de vous munir en permanence d'un petit carnet et de quoi écrire, dans votre poche ou dans votre sac à tout moment. Vous y noterez tout, tous les jours, sans exception. Pas d'excuses. Comme si vous étiez surveillé en permanence. Comme si mon père et moi allions débarquer et vous forcer à faire une centaine de pompes si vous oubliez. Je sais, ça n'a pas l'air bien sorcier d'écrire sur un petit bout de papier. Pourtant, c'est notamment en faisant le suivi de mes progrès et de mes faux pas que j'ai aussi bien réussi. C'est un processus qui vous force à être conscient de vos décisions. Mais comme le disait Jim Rohn, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. La magie ne tient pas tant à la complexité de la tâche demandée qu'au simple fait de l'exécuter en permanence et suffisamment longtemps pour déclencher le miracle de l'effet cumulé. Alors faites attention à ne pas négliger les petits détails simples qui rendent possibles les choses plus importantes de votre vie. La différence principale entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent sont prêts à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Souvenez-vous-en, cela vous servira souvent lorsque vous serez confronté à un choix difficile. L'argent brûle les doigts. J'ai appris l'efficacité de ce principe à mes dépens après avoir traité mes finances en parfait idiot. Alors que je n'avais pas encore 25 ans, je gagnais beaucoup d'argent dans l'immobilier. Un jour, j'ai rencontré mon comptable. « Tu dois plus de 100 000 $ aux impôts », m'a-t-il dit. « Quoi ?» lui ai-je répondu. « C'est que je n'ai pas autant d'argent à disposition. »« Ah non? Et pourquoi? Tu as gagné bien plus que ça, tu as bien dû mettre de côté de quoi payer tes impôts. »« Apparemment pas, » ai-je dit. « Où est passé cet argent ?» m'a-t-il demandé. « Je n'en sais rien. » Et j'étais contraint de lui dire, pas très fier de moi. Cet argent m'avait filé entre les doigts et je ne m'en étais même pas aperçu. C'est là que mon comptable m'a rendu une fière chandelle. « Écoute, petit, » m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, « il faut que tu te reprennes. J'ai déjà vu ça des centaines de fois. Tu dépenses tout ton argent comme un imbécile et tu ne sais même pas où il est passé. C'est ridicule. Arrête ça tout de suite, tu es dans de sales draps. Tu vas maintenant devoir gagner encore plus d'argent imposable juste pour rembourser tes arriérés. Continue comme ça et tu vas tout droit à ta perte. » J'ai immédiatement compris le message. Mon comptable m'a ensuite donné le conseil suivant. Avoir sur moi un petit carnet et y noter tout l'argent que je dépensais pendant 30 jours. Que ce soit 1 000 $ pour un nouveau costume ou 50 cents pour refaire la pression des pneus de ma voiture, tout devait être consigné dans ce petit carnet. Je peux vous dire que cela m'a tout de suite donné conscience des choix irréfléchis qui m'avaient poussé à gaspiller autant d'argent.
L'obligation de noter toutes mes dépenses me faisait résister à l'envie d'acheter des choses inutiles. Simplement parce que j'avais trop la flemme de sortir ce fichu carnet. Tenir le compte de mes dépenses pendant 30 jours complets a créé chez moi une prise de conscience accompagnée d'une toute nouvelle série de choix et de disciplines liées à mes dépenses. Les effets de cette prise de conscience et de ces nouveaux comportements positifs ayant tendance à s'additionner, j'ai commencé à prêter plus attention à l'argent en général, à en épargner pour la retraite, à éliminer des postes de dépenses inutiles et à profiter encore plus de l'argent que je m'allouais pour le plaisir, mais seulement après y avoir réfléchi pendant longtemps. Cet exercice de suivi a changé mon rapport à l'argent et a si bien fonctionné qu'en fait, j'y ai souvent recouru pour changer d'autres comportements. C'est ma façon privilégiée de transformer tous les domaines qui ne me conviennent pas. Au fil des années, j'ai fait le suivi de ce que je mange, de ce que je bois, du nombre d'heures de sport que je pratique, du temps que je passe à peaufiner une compétence, du nombre d'appels de vente que je passe, et même de l'amélioration de mes rapports avec ma famille, mes amis et ma femme. À chaque fois, les résultats ont été aussi remarquables que ma prise de conscience liée à l'argent. En achetant ce livre audio, vous me payez pour que je vous donne mes opinions, mes conseils. C'est pourquoi je vais faire mon casse-pied et insister pour que vous procédiez au suivi de vos comportements pendant au moins une semaine entière. Ce livre audio n'est pas destiné à vous changer les idées, mais à vous aider à obtenir des résultats. Et pour cela, vous devez passer à l'action. Vous avez peut-être déjà entendu parler du principe du suivi. Peut-être avez-vous même déjà procédé à votre propre version de cet exercice. Mais je parie que vous avez arrêté, pas vrai? Comment je le sais? Parce que votre vie ne marche pas aussi bien que vous l'aimeriez. Vous avez perdu le cap. Procédez au suivi de vos comportements pour retrouver ce cap. Savez-vous comment les casinos de Las Vegas réussissent à gagner autant d'argent? En suivant ce qui se passe à chaque table de jeu, pour chaque gagnant, à chaque heure. Pourquoi les entraîneurs olympiques sont-ils payés si cher? Parce qu'ils procèdent au suivi de chaque minute d'entraînement effectuée, de chaque calorie et de chaque micronutriment ingurgité par leurs athlètes. Tous les gagnants procèdent ainsi. J'insiste donc pour que vous procédiez au suivi de votre vie dans ce même esprit, pour concrétiser vos objectifs. L'exercice est simple et fonctionne parce qu'il vous fait prendre conscience à chaque instant de vos actions dans le domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Vos comportements vous surprendront. On ne peut pas gérer ou améliorer quelque chose sans le mesurer au préalable. De la même façon, vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement, vos talents, vos ressources et vos capacités, sans être conscient de vos actions et sans pouvoir en rendre compte. Tous les sportifs de haut niveau et leurs entraîneurs suivent leurs performances au millième près. Les lanceurs de baseball connaissent les statistiques de chacun de leurs lancers. Les golfeurs ont encore plus de variations à leur swing. Les athlètes professionnels ajustent leurs performances en fonction de leurs résultats précédents. Ils les suivent avec attention et s'améliorent en fonction, car ils savent que l'amélioration de leurs statistiques rime avec la victoire et la signature de contrats plus lucratifs. Je tiens donc à ce que vous sachiez exactement où vous en êtes à tout moment. Je vous demande d'établir le suivi de vos actions comme si vous étiez une valeur marchande. C'est là le système à toute épreuve dont je vous parlais tout à l'heure. Que vous vous croyez conscient de vos habitudes ou pas, et croyez-moi, vous ne l'êtes pas, je vous demande d'en prendre note. Cela révolutionnera votre vie et par extension, votre style de vie. Doucement, mais sûrement. Mais pas de panique. Nous allons y aller tranquillement. Commencez par procéder au suivi d'une habitude pendant une semaine. Choisissez l'habitude qui exerce le plus de contrôle sur vous. C'est par elle que vous commencerez. Lorsque vous jouirez des compétences de l'effet cumulé, vous serez naturellement enclin à vouloir appliquer cette pratique aux autres domaines de votre vie. Vous choisirez de choisir cette pratique. Supposons que la catégorie de votre choix soit l'alimentation, car vous désirez perdre du poids. Vous devrez donc prendre note de tout ce que vous mangez, du steak, pommes de terre, salade du dîner, à toutes les petites choses que vous grignotez pendant la journée. La poignée de biscuits à la pause café, la deuxième tranche de fromage sur votre sandwich, la barre chocolatée au goûter, l'échantillon gratuit au supermarché, les quelques gouttes de vin supplémentaires que l'on vous verse. N'oubliez pas les boissons. Elles comptent aussi et sont faciles à négliger ou à oublier si vous n'en prenez pas note. Encore une fois, cela semble facile à faire, et ça l'est. Mais seulement si vous le faites.
C'est pourquoi je vous demande de vous engager à choisir tout de suite une catégorie et une date de début, sur le modèle suivant. Je vais procéder au suivi de, à partir du, donner la date, jour, mois, année. Comment se déroulera ce suivi? De manière scrupuleuse et organisée, sans relâche, en permanence. Vous débuterez chaque jour en écrivant la date en haut d'une nouvelle page et commencerez à prendre des notes. Que se passera-t-il au bout d'une semaine de cet exercice? Vous serez certainement choqué et stupéfait par le nombre de calories, de pennies ou de minutes qui vous ont échappé. Vous ne soupçonniez même pas leur existence et encore moins leur disparition. À présent, continuez. Vous procédez au suivi de cette catégorie pendant 3 semaines. Je vous entends déjà râler. Vous n'avez aucune envie de faire ça. Mais croyez-moi, vous serez tellement époustouflé par les résultats au bout d'une semaine que vous voudrez continuer pendant 2 semaines supplémentaires. J'en suis pratiquement convaincu. Pourquoi 3 semaines? Les psychologues prétendent que quelque chose ne se transforme en habitude qu'au bout de 3 semaines. Ce n'est pas une science exacte, mais cela peut servir de repère. Cela a été le cas pour moi. Donc, dans l'idéal, j'aimerais que vous vous appliquiez à faire le suivi de vos comportements pendant 21 jours. Si vous vous y refusez, moi, ça m'est égal. Après tout, il ne s'agit pas de ma taille, de mon système cardiovasculaire, de mon compte en banque ou de ma relation. Mais si vous écoutez ce livre audio, c'est sans doute parce que vous souhaitez changer quelque chose à votre vie, n'est-ce pas? Et j'ai promis de vous y aider en douceur, pas vrai? Cet exercice n'est pas facile, mais il est simple à mettre en place et reste faisable. Alors, faites-le. Promettez-vous de commencer. Aujourd'hui. Pendant les 3 semaines qui viennent, munissez-vous d'un petit carnet, ou d'un grand si vous préférez, et écrivez-y le moindre petit élément de la catégorie que vous avez choisie. Que se passera-t-il au bout de 3 semaines? Après le choc de la première semaine, vous aurez l'agréable surprise de constater à quel point le simple fait de prendre conscience de vos actions contribue à les influencer. Vous vous demanderez, ai-je vraiment besoin de manger cette barre chocolatée? Je me sens bête de devoir sortir mon carnet pour y inscrire ça. Et voilà, 200 calories en moins. Renoncez à cette barre chocolatée chaque jour et en 2 semaines, vous aurez déjà perdu un demi-kilo. Vous additionnerez ensuite le prix du café à 4 $ que vous prenez en vous rendant au travail et vous penserez « Bon sang, en 3 semaines, j'en ai eu pour 60 $ de café. » Ce qui revient à 1 000 $ par an. Ou, si l'on calcule le prix cumulé, ce qui équivaut à 51 833,79 $ en 20 ans. Alors, avez-vous vraiment besoin d'acheter ce café chaque jour? Pardon? Ai-je bien dit que ce café quotidien à 4 $ allait vous coûter 51 833,79 $ en 20 ans? Tout à fait. Saviez-vous que le moindre dollar dépensé aujourd'hui, quelle que soit la raison de cette dépense, vous coûtera près de 5 $ dans seulement 20 ans et 10 $ dans 30 ans? Si vous preniez un dollar et que vous le placiez sur un compte rémunéré à 8%, ce même dollar en vaudrait presque 5 dans 20 ans. Autrement dit, à chaque fois que vous dépensez un dollar aujourd'hui, cela revient à en sortir 5 de votre future poche. Je commettais l'erreur de regarder le prix d'un article et de penser que si un article était affiché à 50 $, il me coûtait bel et bien 50 $. Oui, mais en dollars d'aujourd'hui. Cependant, si l'on envisage la valeur potentielle de ces mêmes 50 $ après les avoir investis pendant 20 ans, le coût, ce que vous perdez en dépensant cet argent plutôt qu'en l'investissant, équivaut à 4 ou 5 fois plus. Autrement dit, à chaque fois que vous voyez un article affiché à 50 $, demandez-vous, cet article vaut-il 250 $? S'il les vaut pour vous aujourd'hui, alors il vaut la peine d'être acheté. Gardez cette idée à l'esprit la prochaine fois que vous irez au centre commercial et que vous serez tenté par toutes ces choses fabuleuses dont vous ignoriez avoir besoin. Vous y allez acheter pour 25 $ de choses nécessaires et vous en ressortez avec 400 $ de trucs inutiles. Mon garage ressemble à un cimetière de supermarché. La prochaine fois que vous entrerez dans l'un de ces temples de la bonne affaire, pensez à ce que vos achats vaudront plus tard. Je suis sûr que vous remettrez en dollars cette crêpière électrique à 50 $ pour avoir 250 $ de plus à la banque dans 20 ans. Faites le bon choix chaque jour, chaque semaine, chaque année, et vos finances s'en ressentiront rapidement. Procédez à cet exercice en connaissance de cause, et vous verrez la vie d'un autre œil. Vous saurez vous demander, mon café quotidien vaut-il vraiment le prix d'une future Mercedes-Benz? Car c'est en effet ce qu'il vous coûte.
vous n'agirez plus en somnambule. Vous serez parfaitement conscient et prendrez de meilleures décisions. Tout ça grâce à un carnet et un crayon. C'est quand même fou, non? Un héros invisible. Dès que vous commencerez à procéder au suivi de votre vie, votre attention sera attirée par toutes les petites choses que vous faites bien et toutes les petites choses que vous faites mal. Et si vous choisissez d'apporter la moindre petite correction de trajectoire, vous obtiendrez au fil du temps de fabuleux résultats. Mais ne vous attendez pas à avoir des bouleversements immédiats. Quand je parle de petites corrections de trajectoire, je parle de quelque chose de quasi invisible. Il se peut même que personne ne les remarque avant longtemps. Personne ne vous applaudira. Personne ne vous enverra de cartes de félicitations ou de trophées. Pourtant, à terme, leur effet cumulé aboutira à un résultat exceptionnel. Ce sont ces toutes petites disciplines qui s'avèrent payantes sur la durée. Ce sont ces efforts et cette préparation dont personne ne s'est aperçu qui aboutissent au grand triomphe. Et quel triomphe! Un cheval gagne la course d'un bout de naseau, mais remporte 10 fois la mise. Cela signifie-t-il que le cheval est 10 fois plus rapide? Non, seulement un peu meilleur. Mais ce sont ces quelques petits tours de piste supplémentaires, cette petite dose de discipline en plus dans la nutrition du cheval, ou les efforts supplémentaires du jockey, qui ont rendu ces résultats légèrement meilleurs avec les effets cumulés que l'on connaît. Après des centaines de tournois et des milliers de coups de club, la différence entre le golfeur classé numéro 1 et le golfeur classé numéro 10 est de seulement 1,9 coups en moyenne. Et pourtant, la différence de gain est 5 fois plus importante. Plus de 10 millions contre 2 millions de dollars. Le golfeur classé numéro 1 n'est pas 5 fois meilleur, ni même 50% voire 10% meilleur. La différence avec son score moyen n'est en fait que de 2,7%. Et pourtant, ses gains sont 5 fois plus importants. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au final, ce ne sont pas les grandes choses qui s'additionnent, mais les centaines, les milliers ou les millions de petites choses qui font la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Avoir un coup d'avance requiert d'innombrables petits détails totalement invisibles lorsque vous enfilez votre veste de golfeur. Je vais vous donner d'autres façons de suivre tous ces petits changements qui peuvent rapporter gros. Un brin de causette. J'ai un jour été amené à encadrer le PDG d'une importante société dont les ventes annuelles s'élevaient à 100 millions de dollars. Phil avait fondé cette société. Cela fonctionnait plutôt bien, mais on pouvait sentir un manque d'engagement, de confiance et d'enthousiasme dans la culture de son organisation. Cela ne me surprenait pas trop, sachant que Phil n'avait pas mis les pieds dans certaines parties de sa société depuis plus de 5 ans. Il n'avait jamais parlé à plus de 80% de ses employés. Bref, il vivait dans une bulle avec son équipe de direction. J'ai demandé à Phil de procéder à un changement et d'en suivre l'évolution. 3 fois par semaine, il devait sortir de son bureau et faire le tour de sa société. Je lui ai fixé pour objectif de chercher au moins 3 personnes qu'il voyait faire du bon travail ou dont il avait entendu de bonnes choses et de leur dire personnellement à quel point il appréciait leur travail. Ce petit changement de comportement lui a pris moins d'1 heure par semaine, mais lui a valu des effets considérables dans la durée. Les employés que Phil avait pris le temps de remercier se sont mis à redoubler d'efforts pour s'attirer encore plus de commentaires positifs. Les autres employés se sont appliqués davantage en s'apercevant que le travail bien fait était reconnu et apprécié. Cette nouvelle attitude a eu un effet ricochet sur l'interaction avec la clientèle, plus encline à traiter avec la société et à recommander ses services, ce qui a contribué à rendre les employés plus fiers d'y travailler. Ce simple changement, effectué sur une période de 18 mois, a totalement métamorphosé la culture de cette entreprise. Les bénéfices nets ont augmenté de plus de 30% au cours de cette période, avec les mêmes employés et 0 investissement marketing. Tout cela parce que Phil a procédé à un tout petit changement, apparemment sans conséquence, avec régularité, sur une période donnée. La poule aux œufs d'or. Il y a 12 ans, j'avais une assistante merveilleuse du nom de Kathleen. Son salaire s'élevait à 40 000 $ par an à l'époque. Un jour, elle fut chargée de gérer le tableau des inscriptions situé au fond de la salle lors d'un de mes cours sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. La semaine suivante, elle vint me voir dans mon bureau.
« Je vous ai entendu dire qu'il fallait épargner 10% de tout ce que l'on gagne, » me dit-elle. « Bonne idée, mais pour moi, c'est impossible. Ce n'est absolument pas réaliste. » Puis, elle se mit à me faire la liste de tous ses frais et obligations financières. Une fois la liste terminée, il était évident qu'il ne lui restait plus rien à la fin du mois. « Il me faut une augmentation, » finit-elle par conclure. « Je vais faire mieux que ça, » lui dis-je. « Je vais vous apprendre à devenir riche. » Elle ne s'attendait pas à une telle réponse, mais elle accepta. Je montrai à Kathleen comment procéder au suivi de ses dépenses grâce au fameux carnet. Je lui conseillai d'ouvrir un compte épargne séparé et d'y déposer seulement $33, soit 1% de son salaire mensuel. Puis je lui montrai comment vivre avec $33 de moins le mois suivant, en apportant son déjeuner au travail 1 jour par semaine, au lieu de descendre au café, commander un sandwich, des chips et une boisson. Le mois suivant, je lui demandai d'épargner seulement 2%, $67, de son salaire. Ce qu'elle fit en changeant de service de télévision câblée, $33. Le mois suivant, nous sommes passés à 3%. Nous avons annulé son abonnement à People Magazine. Il était temps qu'il étudie sa propre vie. Et au lieu d'aller à Starbucks 2 fois par semaine, j'ai conseillé à Kathleen d'acheter les grains de café et autres accompagnements Starbucks et de faire son propre café au bureau. Depuis, elle en a d'ailleurs pris l'habitude et moi aussi. Au bout d'1 an, Kathleen épargnait 10% de son salaire sans pour autant avoir dû complètement changer de style de vie. Elle en fut la première surprise. Par ailleurs, ce simple changement eut un effet ricochet sur bien d'autres domaines de sa vie. Après avoir calculé combien d'argent elle consacrait à des divertissements intellectuellement peu enrichissants, elle préféra investir cette somme dans du matériel de développement personnel. Les centaines d'heures passées à enrichir son esprit développèrent sa créativité. Et elle me soumit plusieurs façons de faire gagner et économiser encore plus d'argent à notre organisation. Elle me présenta notamment un plan qu'elle mettrait au point durant son temps libre si je lui promettais 10% des sommes épargnées et 15% des sommes générées grâce à ces stratégies. Au bout de la 2e année, Kathleen gagnait plus de $100 000 par an, toujours avec un salaire de base de $40 000. Elle a fini par monter sa propre affaire qui a fructifié. Je l'ai croisée dans un aéroport il y a 2 ans. Elle gagne maintenant plus de $250 000 par an et a réussi à épargner et à générer un capital de plus d'1 million. Bref, elle est millionnaire. Tout ça parce qu'elle a pris la simple décision de commencer à épargner $33 par mois. Le temps, c'est de l'argent. Plus tôt vous instaurez ces petits changements, plus l'effet cumulé œuvrera en votre faveur. Supposons que votre ami ait écouté le conseil de Dave Ramsey et ait versé $250 par mois sur un plan d'épargne retraite quand elle a obtenu son premier emploi après l'université à l'âge de 23 ans. Supposons que vous, en revanche, n'ayez commencé à épargner qu'à partir de 40 ans. Ou que vous ayez commencé plus tôt, mais que vous ayez vidé votre compte en constatant qu'il ne vous rapportait pas grand-chose. À 40 ans, votre ami qui n'a pas investi le moindre dollar supplémentaire suite à son premier versement peut espérer disposer de plus d'1 million de dollars à l'âge de 67 ans, somme cumulée mensuellement avec un taux d'intérêt à 8%. En revanche, si vous continuez à investir $250 par mois jusqu'à vos 67 ans, âge normal de la retraite pour les gens nés après 1960 aux États-Unis, sachant que vous aurez épargné pendant 27 ans alors que votre ami n'aura épargné que pendant 17 ans, vous aurez au moment de partir à la retraite moins de $300 000 et aurez investi $27 000 de plus que votre ami. Vous aurez épargné plus d'argent et plus longtemps, mais vous vous retrouvez avec moins d'1 tiers que ce que vous auriez pu gagner. Voilà ce qui arrive quand on remet les choses au lendemain et qu'on néglige les comportements, les habitudes et les disciplines nécessaires. Alors, n'attendez pas un jour de plus pour adopter les petites disciplines qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Vous pensez que vous commencez trop tard ? Que vous êtes bien trop à la traîne et que vous n'y arriverez jamais ? Non, faites taire cette vieille rengaine. Il n'est jamais trop tard pour profiter des bénéfices de l'effet cumulé. Par exemple, vous avez toujours voulu jouer du piano, mais vous pensez que c'est trop tard parce que vous allez avoir 40 ans. En commençant maintenant, vous serez un virtuose à l'âge de la retraite, car vous jouerez déjà depuis 25 ans. Le secret, c'est de commencer maintenant. Toute grande action, toute aventure commence par des petits pas.
Et le premier pas semble toujours plus difficile à faire qu'il ne l'est en vérité. Mais peut-être que 25 ans, c'est trop long pour vous, et vous n'avez pas le temps ou la patience d'attendre que 10 ans. Dans son livre intitulé Focal Point, Amacom 2002, Brian Tracy montre comment améliorer de 1000% n'importe quel domaine de votre vie. Pas 10% ou même 100%, mais 1000%. En voici le principe. Il vous suffit d'améliorer votre performance, votre rendement et vos gains d'un dixième de 1% par jour ouvré. Vous avez même le droit de vous détendre le week-end, soit 1/1000. Pensez-vous en être capable? Bien sûr, tout le monde en est capable. C'est simple. Faites ceci chaque jour de la semaine et vous vous améliorerez d'0,5% par semaine. C'est-à-dire pas beaucoup. Soit 2% par mois ou encore, une fois cumulé, 26% par an. Vos revenus doublent à présent tous les 2,9 ans. Au bout de la 10e année, vos performances et vos gains seront 1000% plus élevés que maintenant. Incroyable, non? Pas besoin de fournir 1000% d'efforts en plus. Seulement 0,1% par jour. C'est tout. Le succès est un semi-marathon. Beverly était représentante d'une compagnie de logiciels éducatifs que j'avais reprise. Un jour, elle me raconta que l'une de ses amies s'apprêtait à participer à un semi-marathon le week-end suivant. J'en serais incapable, m'assura Beverly qui était très en surpoids. Il me suffit de grimper un étage pour être essoufflé. Si tu le souhaites, toi aussi tu peux y arriver, lui dis-je. Impossible, me rétorqua-t-elle. Il fallait d'abord que je réussisse à motiver Beverly. Alors, dis-moi, Beverly, pourquoi veux-tu courir un semi-marathon? Eh bien, une réunion de retrouvailles avec mes amis du lycée est organisée l'été prochain, et je veux être au meilleur de ma forme. Mais j'ai pris tellement de poids depuis la naissance de mon deuxième enfant il y a 5 ans que je ne sais pas comment m'y prendre. Bingo, la motivation était toute trouvée, mais il fallait rester prudent. Si vous avez déjà essayé de perdre du poids, vous connaissez la chanson. Vous vous inscrivez à un club de gym très cher et dépensez une fortune en entraîneur particulier et en équipement flambant neuf, en tenue de gym et en chaussures de sport. Vous suez pendant 1 semaine environ, jusqu'à ce que votre rameur se transforme en séchoir à linge. Vous laissez tomber la gym et vos tennis moisissent dans un coin. Je voulais tenter une meilleure approche avec Beverly. Je savais que si je réussissais à la convaincre d'adopter une seule nouvelle habitude, elle mordrait à l'hameçon et tout le reste suivrait. J'ai demandé à Beverly de prendre sa voiture et de délimiter un rayon d'1,5 km autour de chez elle. Je lui ai ensuite demandé de parcourir cette distance à pied 3 fois par semaine sur une période de 2 semaines. Vous remarquerez que je ne lui ai pas demandé de parcourir cette distance en courant. J'ai commencé en douceur. Je lui ai ensuite fait faire ce même parcours pendant 2 semaines de plus. Chaque jour, elle a décidé de poursuivre. J'ai ensuite demandé à Beverly de faire la même chose en courant tranquillement, jusqu'à la limite du confortable pour elle. Dès qu'elle commençait à s'essouffler, elle devait s'arrêter et continuer en marchant. Elle a procédé ainsi jusqu'à ce qu'elle réussisse à courir 1/4, puis la moitié, puis les 3/4 de cette distance. Cela lui a pris 3 semaines de plus, 9 jogging, avant de réussir à courir le 1,5 km. Au bout de 7 semaines, elle parcourait la totalité du circuit. Cela peut paraître long pour une si petite victoire, n'est-ce pas? Un semi-marathon, c'est 21,1 km. Alors, 1,5 km, c'est peu. L'exploit néanmoins, c'est que Beverly commençait à voir en quoi sa décision d'être belle pour les retrouvailles avec ses amis, autrement dit le pourquoi de sa motivation, comme je vais l'expliquer, alimentait ses nouvelles habitudes de santé. Le miracle de l'effet cumulé était lancé. Puis, j'ai demandé à Beverly d'accroître sa distance de 200 mètres par jogging, c'est-à-dire 3 fois rien. 300 pas de plus, peut-être. En 6 mois, elle parcourait près de 15 km sans ressentir la moindre gêne. En 9 mois, elle courait régulièrement 21,5 km, plus que la distance du semi-marathon. Plus excitant encore, c'est que le reste avait changé aussi. Beverly avait perdu ses envies incontrôlables de chocolat, qu'il avait obsédé toute sa vie, et d'aliments riches et gras, disparu. Le surplus d'énergie que lui procurait l'exercice cardiovasculaire et une alimentation plus saine la rendaient également plus enthousiaste au travail. Et ses ventes ont doublé durant cette période,
ce dont je ne me plaignais pas. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, l'effet ricochet de ce nouvel élan lui a redonné confiance en elle, ce qui l'a rendue plus affectueuse envers son mari. Leur relation s'est enflammée plus encore qu'au premier jour. Cette nouvelle énergie a rendu ses rapports avec ses enfants plus actifs et animés. Elle remarqua qu'elle n'avait plus le temps de retrouver ses amis après le travail pour boire un verre et grignoter des gâteaux apéritifs en ressassant des pensées négatives. Elle se fit de nouvelles amies, plus saines, au club de jogging auquel elle s'était inscrite, ce qui entraîna par la suite une série de choix, de comportements et d'habitudes positifs. Suite à cette première conversation dans mon bureau et à la décision de Beverly de trouver sa vraie motivation et d'adopter une série de changements de petite envergure, elle a perdu plus de 20 kilos et est devenue un emblème pour toutes les femmes qui cherchent à retrouver la forme par la marche et la course à pied. Aujourd'hui, Beverly court le marathon. Votre vie est le résultat de tous les petits choix que vous faites à chaque instant. Sur notre CD Success, mai 2010, Jillian Michaels, l'entraîneuse de fitness de l'émission Biggest Loser, me raconte une belle histoire de son enfance. Quand j'étais petite, ma mère cachait des œufs de Pâques un peu partout dans la maison. Je m'amusais à les chercher et quand je m'approchais du lieu où était caché l'un des œufs, elle me disait « chaud ». Quand j'étais à 2 doigts de le trouver, elle disait « brûlant ». Ou à l'inverse, froid ou glacial, à mesure que je m'en éloignais. J'explique aux participants qu'ils doivent à chaque instant se souvenir que leur objectif est d'être heureux et d'avoir chaud, et que chacun de leurs choix et de leurs décisions vise à les en rapprocher. Les résultats que vous obtenez découlant directement des choix que vous faites à chaque instant. Vous avez l'incroyable pouvoir de changer de vie en changeant ces choix. Pas à pas, jour après jour, vos choix déterminent vos actions jusqu'à ce que celles-ci deviennent des habitudes, dont la pratique les rend permanentes. Perdre est une habitude, mais gagner aussi. Nous allons désormais instaurer des habitudes gagnantes dans votre vie. Éliminez vos habitudes destructrices. Remplacez-les par des habitudes positives et vous serez à même d'orienter votre vie dans n'importe quelle direction, jusqu'au sommet de votre imagination. Suivez-moi. Laissez l'effet cumulé se mettre à l'œuvre. Résumé des mesures à prendre. Quels sont les domaines, la personne ou les circonstances de votre vie qui vous posent le plus de difficultés? Notez tous les aspects de cette situation dont vous êtes reconnaissant. Consignez tout ce qui renforce et augmente votre gratitude à cet égard. Se peut-il que vous n'assumiez pas à 100% votre responsabilité dans le succès ou l'échec de votre situation actuelle? Notez 3 actions que vous avez effectuées par le passé et qui ont causé problème. Notez 3 initiatives que vous auriez dû prendre mais que vous n'avez pas prises. Indiquez 3 événements qui vous sont arrivés et auxquels vous avez mal réagi. Inscrivez 3 actions que vous pouvez effectuer dès maintenant pour assumer à nouveau la responsabilité de votre vie. Commencez à procéder au suivi d'au moins un comportement dans un domaine de votre vie que vous aimeriez changer et améliorer. Exemple, budget, nutrition, forme, santé, reconnaître l'importance des autres, éducation des enfants ou toute autre catégorie.